Et il ne s'agit là donc que d'une des nombreuses contraintes à l'origine des révoltes paysannes qui secouent la période d'Edo, censée, je le rappelle, se caractériser par l'instauration d'un climat de paix sans précédent. Le principal problème vient en fait du réseau de surveillance extrême auquel sont continuellement soumis les villageois. Chaque chef de famille est assigné à un groupe de 5 personnes. L'un d'entre eux est alors choisi pour se rendre responsable des individus de son groupe et de leur famille devant le fameux maire et le haut fonctionnaire chargé d'administrer le village. Chaque habitant doit par ailleurs s'inscrire sur un registre au monastère ou au temple en guise de preuve de son désintérêt envers la foi chrétienne, encore une fois. Toutes les naissances et les décès sont également méticuleusement inscrits dans les registres du cadastre. Cette surveillance accrue des paysans les empêche évidemment de s'exprimer, comme ils l'entendent, notamment quand le système impose une hiérarchie stricte et dense entre les administrateurs et les villageois, mais surtout entre les villageois eux-mêmes. Finalement, alors que le monde paysan vit dans un climat de tension constant, la moindre mauvaise récolte va suffire à mettre le feu aux poudres. Et donc entre 1770 et 1870, alors que le poids des redevances se fait trop souvent insupportable, on compte 2000 révoltes qui ciblent d'abord l'administration seigneuriale, puis ensuite se dirigent vers les gros propriétaires. Bref, le monde paysan, à ce moment-là, est en crise, je le rappelle, sur un siècle entre 1770 et 1870. De l'autre côté du spectre, le milieu urbain japonais connaît un développement remarquable depuis le milieu du XVIe siècle. À la fin de la période des provinces en guerre, les châteaux seigneuriaux voient se construire à leurs pieds de petites agglomérations qui se transforment en villes florissantes à une vitesse fulgurante. On a la même chose un peu chez nous. En peu de temps, l'archipel nippon devient un pays urbanisé, facilement comparable à la Grande-Bretagne, avec une population localisée à 15% dans les villes. Au début du XVIIIe siècle, Edo fait même partie des plus grandes villes au monde. Cela dit, rien de tout ça n'est étonnant. Encore une fois, le shogun est installé à Edo et les daimyos ont après tout l'obligation de passer une année sur deux auprès de lui. Et lorsqu'ils rentrent dans leur province, pour s'en occuper plus facilement, leur famille reste en otage près de la résidence du shogun. De cette manière, la loyauté des daimyos envers le gouvernement guerrier est entièrement assurée, on le comprend. Aux côtés des vassaux directs du shogun, une classe d'artisans fleurit dans les villes en construction. Ils édifient ensemble les bâtiments, collaborant entre eux pour établir un espace urbain, viable, prospère, à la manière de petites fourmis bâtissant leur fourmilière. N'y voyez là aucune image blessante, évidemment. Les artisans sont également nécessaires à l'entretien des châteaux en tant que châteaux forts, puisque l'affirmation, encore une fois symbolique, d'une puissance militaire est encore indispensable au régime. C'est d'ailleurs là leur rôle principal, valant à la classe des artisans de se placer juste au-dessus des commerçants dans la hiérarchie sociale japonaise. Par ailleurs, ils sont responsables de l'élaboration de toutes choses pouvant améliorer la vie des guerriers. Dans la capitale, ils se spécialisent donc principalement dans la construction et la finition de tatamis, dans la fonte, dans la fabrication de tonneaux et dans la création de coiffures. En dernier lieu, ils se doivent finalement de répondre aux besoins des habitants des grandes villes. Et autant dire que ces besoins sont bien différents de ceux rencontrés par les paysans des provinces. Évidemment, puisque les guerriers sont majoritairement présents dans l'espace urbain, c'est aussi là que vont se concentrer la plupart des divertissements et des loisirs. Finalement, au XVIIIe siècle, la préfecture d'Edo devient la plus grande ville japonaise, mais surtout l'une des villes les plus vivantes du monde. Les samouraïs et les seigneurs qui y séjournent constituent une clientèle de choix pour les artisans, les marchands et les courtisanes qui sont donc attirés à la capitale par la perspective alléchante de bénéfices mirobolants. D'abord méticuleusement séparées par des codes sociaux stricts, les classes sociales vont finir progressivement par se mélanger dans l'effervescence des possibilités offertes par le monde urbain japonais. Les acteurs côtoient les écrivains, les geishas côtoient les artisans, les samouraïs vivent aux côtés des marchands et finissent parfois par rejoindre leur rang, préférant la condition de commerçant à celle d'un soldat au bas de la hiérarchie guerrière. C'est ici, au cœur des cités japonaises, que la culture nippone s'épanouit.
La population urbaine, avide de divertissement, se met à créer ses propres lieux de plaisir, ses spectacles, sa littérature et sa poésie. Tous les facteurs sont réunis pour que des arts nouveaux prennent leur essor, libérés des traditions chinoises et du monde féodal. Les lettres, purement japonaises, commencent par se développer avec l'héritage du waka, une poésie en 31 syllabes apparue 4 siècles plus tôt. À partir de là, une variante satirique se déploie dans des cercles très hétérogènes qui réunissent à la fois des peintres, des moines, des guerriers, des artisans et, encore une fois, des commerçants. Les réunions de tels ensembles très hétéroclites sont à l'origine d'une création collective en constante ébullition qui finit par faire naître le haikai, qu'on appelle aussi haïku. La poésie japonaise, bien qu'elle fasse évidemment partie de la culture littéraire du pays, correspond dès lors surtout à une forme de sociabilité qui réunit des amateurs de haïku autour d'un maître, poète professionnel, conduisant des séances collectives de création. On est loin de nos salons littéraires, hein, c'est pas la même chose. Comme pour la poésie, la littérature de roman prend au même moment une tournure plus nationaliste. Les textes chinois sont toujours de grands classiques, hein, pour les lettrés nippons, mais une littérature japonaise ancienne venant de l'époque Heian refait surface. L'époque d'Edo connaît alors une résurgence des contes et des récits populaires. Cette littérature s'accompagne d'ouvrages plus intellectuels, parlant d'amour et s'amusant à dépeindre la société japonaise dans sa gloire et aussi dans ses travers. Ces textes s'intéressent notamment au monde des courtisanes et des mignons, mais marquent surtout l'affirmation culturelle des bourgeois dans un monde dominé idéologiquement par les guerriers. Très vite, de tels développements dans la littérature japonaise poussent les lettrés à étudier le phénomène et à s'interroger sur l'essence même de l'âme japonaise, que ce soit dans ses arts ou dans ses us et coutumes passés.